21h. Je stoppe le moteur de ma 308 au son des dernières notes de The Price de Léprouse. La climatisation se coupe et je sens instantanément la chaleur suffocante envahir ma voiture. L'été ne nous épargne pas cette année. La température n'est pas descendue sous les 25 degrés depuis près de 10 jours. J'ai beau avoir pris ma douche il y a moins d'une heure, juste avant de partir pour le travail et avoir enfilé mon short et mon t-shirt les plus légers, je transpire déjà. Je quitte vite ma voiture. J'enfile mon sac à dos, ferme la porte, sors une clope et l'allume. Il est 21h, je prends mon service dans 35 minutes. J'aurai le temps de fumer 2, peut-être 3 cigarettes avant les transmissions. J'avance sur le parking, ouvre le petit portail dérobé qu'utilise le personnel et m'engouffre dans l'immense parc de l'hôpital psychiatrique. Ce qu'il y a de chiant avec la psychiatrie, c'est qu'elle se trimballe quantité de clichés. On imagine de vieilles bâtisses défraîchies, de grands couloirs glauques, des sous-sols sombres, des lits d'hôpitaux sur lesquels pendent des contentions de cuir usé. Alors que je longe le grillage qui sépare la vraie ville de ce petit village qu'est l'hôpital, je dois reconnaître que les clichés ne viennent pas de nulle part. La plupart des bâtiments ont été rénovés, l'asile est devenu hôpital et les services sont devenus des unités, toutes sur le même modèle. Néanmoins, au loin sur ma gauche, derrière une rangée d'arbres, j'aperçois les anciens bâtiments, aujourd'hui déserts, qui feraient le bonheur de tous les passionnés d'urbex et de paranormal. Ils sont imposants, taillés dans la pierre, et on aperçoit au travers de leurs vitres barrées les vestiges de chambres capitonnées. Je souris en repensant à toutes les fois où j'ai eu le droit à des réactions stupéfaites quand je disais travailler à l'hôpital Pinel. La plupart des gens a ce léger mouvement de recul, le regard se détourne et très vite la conversation dérive. Quand je vois ce vieux bâtiment sur lequel résonne le chant des corbeaux, je les comprends un peu. Les corbeaux, justement, il y en a partout. Ici, pas de pigeons, du corbac noir comme la nuit. Je les aime bien, moi, ces piafs. Ils sont malins et je les trouve beaux. Mais je dois avouer que lorsqu'ils chantent, dans la nuit et la brume les soirs d'hiver, ils ajoutent à l'ambiance quelque chose d'indicible. Je marche depuis 3 ou 4 minutes. Sur ma droite, je laisse passer la Masse, maison d'accueil spécialisée, d'où émanent comme chaque soir les cris d'un des résidents. Non, il ne s'agit pas d'expérimentations étranges que l'on fait sur les patients les plus démunis. C'est juste un vieux monsieur limité qui n'a que ce moyen-là pour s'exprimer. Une fois, nous avions été appelés en renfort à cause de lui. Il s'était levé et comme ça faisait 10 ans qu'il ne l'avait pas fait, l'équipe avait paniqué et avait déclenché l'appel. C'était d'ailleurs une de nos blagues quand la Masse appelait pour du renfort. Ça y est, il y en a encore un qui s'est levé. C'était con, mais ça nous faisait toujours rire. Bordel, qu'il faisait chaud. Ma clope est finie, je la jette dans le caniveau. Ça y est, je vois mon unité au loin. De là où je suis, on dirait un bâtiment universitaire. Il n'a pas plus de 15 ans, il est rectangulaire et les locaux entourent un patio central. La plupart des agents et des patients qui viennent pour la première fois s'y perdent. Ils ne savent jamais dans quel sens tourner pour retrouver leur chemin, alors souvent je leur réponds « Vous auriez plus vite fait de repartir dans l'autre sens, mais de toute façon, si vous faites le tour, vous tomberez au bon endroit. » Le bâtiment est surélevé. Je lève la tête et aperçois les 3 fenêtres des chambres d'isolement. La plus à gauche est occupée par monsieur Hilardi. Il est d'ailleurs à la fenêtre et me fait signe. Je lui rends son geste et lui adresse un sourire. Celle du milieu, c'est monsieur Hénard. Je ne l'aperçois pas. Il dort sûrement déjà. Le volet de la dernière chambre est fermé, personne dedans. Ensuite, il y a le long couloir vitré qui mène à l'autre unité, la 7 celle-ci. Je passe sous ce couloir, monte l'escalier. Entre la clope et la chaleur, c'est un véritable effort alors qu'il ne doit pas y avoir plus de 30 marches. Je longe mon service, tourne sur la gauche, sors ma clé et ouvre la double porte vitrée. Il y a une petite dame dans la cabine téléphonique. Elle est là depuis 4 jours, mais je n'arrive pas à retenir son nom. Elle est encore en train de dire à son fils que c'est un monstre parce qu'il l'a fait hospitaliser. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, elle semble avoir oublié qu'elle a été retrouvée en robe de chambre dans le jardin des voisins. Elle voulait vérifier si les lapins allaient bien. Sauf que des lapins, elle n'en a plus depuis 20 ans. Sur ma droite, j'entends des éclats de voix qui viennent de la salle télé. Ils rediffusent un classique, le dîner de cons, je crois. Visiblement, le film fait l'unanimité. J'aime quand le service respire la vie et la joie de vivre comme ce soir. Au loin, monsieur M. Gallet me fait signe. Il se dirige vers moi. J'aimerais aller saluer mes collègues, mais je sens qu'il veut me parler. Alors, je monte à sa hauteur.
Je suis son infirmier référent. Il est là depuis plus longtemps que moi dans le service. C'est un homme intelligent. Il a plusieurs diplômes de grandes écoles et a occupé des postes à responsabilité. La maladie l'a rattrapé et depuis 2 ans, il est ici. Tous les traitements ont été essayés, sans succès, alors on a fini par faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. On a stoppé tous les traitements pour voir la symptomatologie brute. Honnêtement, il n'y a aucun changement, si ce n'est qu'il ne bave plus. Il porte le pyjama bleu de l'hôpital, couvert de taches en tout genre, alors que mes collègues du jour lui ont sûrement demandé de le changer toute la journée. Il a le regard fixe, presque habité. Souvent il fait peur aux étudiants les premières fois. Je les rassure toujours. Monsieur M. Gallet est quelqu'un d'affable et de cordial. Il me tend une feuille avec un sourire crispé, digne des meilleures performances de Jack Nicholson. Qu'en pensez-vous, monsieur Nicholas ? C'est un nouveau poème. Chaque jour, il veut m'en faire lire un nouveau. Je regarde la feuille qui ne se tient plus, couverte de substances dont je préfère ne pas connaître l'origine. Ces poèmes sont en fait un ajustement de signes mathématiques et de smileys, des fleurs le plus souvent. Il me fixe, attendant fébrilement mon retour. J'essaie une diversion, ne voulant pas le vexer. La mise en page est très réussie. Oui, oui, sa voix est chevrotante, il semble contenir un rire. Mais le fond est... Il marque une pause. Primordial. Que pensez-vous de l'idée ? C'est puissant, hein ? Je ne veux pas le vexer, mais je n'ai pas non plus pour habitude de mentir à mes patients. Je réfléchis, lui souris et pose une main sur son épaule. Je pense que je ne suis pas en capacité de comprendre ce que vous avez voulu exprimer, monsieur M. Gallet, mais je suis ravi que vous continuiez à écrire. Il reprend sa feuille avec un certain mépris qui me fait sourire. Il a l'expression du philosophe qui ferait une conférence à des stars de télé-réalité. Je m'écarte et retourne vers le bureau infirmier. Il y a devant moi la porte qui mène au vestiaire. Elle s'ouvre et en sort Mylène, une des aides-soignantes du service. C'est une jeune femme rayonnante aux longs cheveux châtains. Elle quitte son service. Ses yeux trahissent une journée fatigante, certainement rendue encore plus difficile par la chaleur étouffante. Il n'y a pas de clim dans les couloirs, seulement en isolement. Pourtant, malgré l'épuisement, elle m'adresse un sourire radieux. « Salut Nini, tu vas bien ? » ?»« Ça va et toi ? » ?»« Fatiguée, mais je suis en vacances. »« Déjà ? Sérieux, vous les fonctionnaires, vous êtes toujours en vacances, c'est dingue !»« T'es con. Bon, tu prends soin de toi, hein ? La nuit risque d'être chaude, ils annoncent une canicule pour encore au moins 10 jours. »« Ça marche. Tu pars un peu pour les vacances ? » ?»« Oh, je retourne juste chez mes parents, je vais bronzer dans leur jardin. »« Ok, eh bien, bonnes vacances, Mylène, profite bien. »« Merci, Nini. » Elle s'écarte et se dirige vers la porte d'entrée. Elle sort de sa combinaison jaune séclée, alors qu'elle ouvre la porte, elle se retourne. « Au fait, je suis désolée, Doudou, mais va y avoir une entrée cette nuit, une SDRE. Les collègues t'en diront plus. »« Merci, de toute façon, c'est toujours pour ma gueule, les SDRE. Allez, file. » Elle me répond avec un sourire lumineux et s'évapore derrière la porte du service. Cette fois, je vais enfin pouvoir aller au bureau. Il est 21h20. Mes collègues de jour ont ouvert la porte du bureau qui donne sur le patio. Ils sont installés dans 2 chaises de jardin et rient avec quelques patients qui sont en train de fumer. Je pose mon sac sur le large fauteuil dans lequel j'aime m'installer. Je jette un regard furtif à la planification murale. Pas de changement depuis hier, excepté l'étiquette réservée SDRE. Soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État, coincé sur l'emplacement de la chambre d'isolement vide. Les entrées la nuit, surtout en ISO, c'est jamais très bon. Je chasse vite cette appréhension, sors une nouvelle Camel Shift de mon paquet et je rejoins mes collègues. J'allume la clope en saluant Mathieu et Sylvie d'un clin d'œil. La fumée de la mentholée me donne l'illusion de retrouver un peu la fraîcheur qui me manque tant à cet instant. Monsieur Guilliot, qui pourtant discutait joyeusement avec mes collègues, s'écarte. Il est encore très méfiant avec moi. C'est un monsieur qui est hospitalisé en moyenne 1 fois par an, souvent l'été. Il me connaît encore peu et a donc du mal à me faire confiance. Je lui fais un grand sourire auquel il ne répond pas. « Ça va, Doudou ?» demandai-je à Matt. « Bien, et toi, Doudou ?» Cette habitude de s'appeler Doudou et Douce en équipe m'avait irrité à mon arrivée dans l'unité, mais maintenant je m'y suis fait et je lui trouve un certain charme. La journée ? Pas grand-chose. On a dû transférer Madame Druide aux urges parce qu'elle s'est pété la clavicule en glissant dans la salle de bain, me répond Sylvie. Merde, la pauvre vieille, elle a dû douiller. En même temps, depuis le temps qu'on le dit qu'il est pourri le carrelage des salles de bain, ça m'étonne pas. Ouais, mais tu sais ce que c'est trop cher.
Ouais, comme remplacer les arrêts maladie, servir de la bouffe correcte aux patients, ou remplacer le PC de merde de la salle de soins qui est moins rapide qu'un putain de pigeon voyageur. Il rit, c'est une habitude un peu facile à laquelle on se plie tous, critiquer l'hôpital public. En même temps, ceux qui sont là depuis longtemps ont vu le navire commencer à prendre l'eau et ceux, comme moi, arrivés plus récemment, ont déjà eu de quoi déchanter de leurs idéaux d'étudiants. Un bruit de porte se fait entendre au loin, c'est la porte d'entrée. J'aperçois la silhouette d'Emmeline, mon binôme de nuit. C'est une petite brune énergique, la trentaine bien passée, qui est là depuis de nombreuses années. Elle est parfois un peu sèche avec les nouveaux, mais j'ai su en un an montrer mes connaissances cliniques et mon calme dans les situations tendues. Elle est donc sympa avec moi. Je jette ma clope. Bon, on se fait les trans ? Nous rentrons dans le bureau, fermons les portes pour nous assurer que les patients n'entendent pas. Chacun prend place, je me mets dans mon gros fauteuil, Matt prend une chaise de bureau et se tourne vers la planification murale. Sylvie est debout, elle fixe son smartphone en souriant. Elle est sûrement sur Instagram à regarder des réels de chiens. Emmeline me fait un sourire, je lui rends. J'aime bien bosser avec elle. Je sais que le boulot sera fait, et bien fait, et je n'aurai pas à supporter tous les derniers ragots de l'hôpital. Mathieu commence son cérémonial qui me fait rire à chaque fois. Chers collègues, bienvenue à cette relève du 7 juillet 2020. Il embraye ensuite sur la liste des patients de l'unité. 25 patients, 23 dans ce qu'on appelle le grand secteur ou soins légers et 2 en soins intensifs, l'isolement. Rien de bien particulier en ce jour. Le service a continué sa mélodie incessante qui a commencé il y a un peu plus de 15 ans et ne s'est jamais arrêtée depuis. Aujourd'hui, le tempo était moderato. On en vient alors au morceau qui m'intéresse le plus et qui sera sûrement l'événement de la nuit. Madame Lily, 33 ans, doit entrer dans la nuit. Pour l'instant, elle est aux urgences pour un bilan somatique. Le SAU, service d'accueil d'urgence, vous appellera quand elle partira de là-bas. Elle est en SDRE. Le PH, praticien hospitalier médecin, de garde, le cadre de nuit et la cadre sup d'astreinte sont avertis. On sait pourquoi elle est hospite ? Non, j'ai pas le détail. Ça avait l'air d'être la merde sur les urgences. Mais ce serait une décompensation suite au décès de sa mère, si j'ai bien compris. Ok, bon, on verra bien. Matt se relève et nous fait une révérence. Il sort du bureau suivi de Sylvie. Emmeline et moi leur emboîtons le pas. Nous allons tous dans les vestiaires. Eux se rhabillent et nous enfilons nos tenues blanches. Tout le monde sort. Ils nous font un dernier signe et quittent leur service. Ça y est, il est 21h38. Je vois l'heure sur l'un des cadrans d'affichage que l'on trouve un peu partout dans le service. La nuit commence, l'unité est à nous. Je me rends au bureau, Emmeline arrive derrière moi. Elle sort un PTI, protection du travailleur isolé, sur le rack qu'elle glisse dans la poche poitrine de sa veste. Elle attache la petite boucle alors que l'appareil vibre et bip pour signaler qu'il est fonctionnel. Prends un PTI, Nicolas. C'est vrai que j'oublie souvent de le mettre. Je ne me sens pas si souvent en insécurité dans le service, mais il est quand même important de le mettre. C'est pratique. Si je suis mis au sol trop longtemps, il se déclenche. Si j'appuie sur l'imposant bouton rouge en son centre, il se déclenche. Et si j'arrache la cordelette qui s'en échappe, il se déclenche. S'il est activé, tous les PTI de l'hôpital se mettent à sonner, indiquant la zone où se rendre pour porter secours à la personne qui l'a déclenché. C'est donc une sécurité non négligeable. J'en prends un, l'ajuste rapidement et je ressors du bureau. Je fais les médocs et tu fais les ISO, me demande Emmeline. Ça marche, tu peux me sortir le Loxapac et le Zopiclone pour monsieur Hilardi ? Elle pénètre dans la grande salle de soins carrelée de blanc où se trouve une table d'examen hors d'usage. Elle retire de l'armoire à pharmacie une fiole de Loxapac, en prélève 200 gouttes avec une pipette qu'elle met dans un gobelet. Elle me le tend avec un petit sachet contenant le somnifère. Merci, à tout à l'heure. Je quitte la salle de soins, prends sur la droite et vais jusqu'au fond du couloir. Là, à l'angle, se trouve l'entrée vers le secteur de soins intensifs. Sur ma droite se prolonge le service. Je sors mes clés et ouvre l'épaisse porte. J'entre, referme derrière moi et allume le couloir qui baignait juste avant dans la lumière des veilleuses.